Salut les amis, dans cette vidéo, on va voir comment gérer les marchés baissiers. Ensuite, pourquoi la distinction entre les différents styles d'investissement, donc growth investing, quality investing, value investing, elle n'a pas forcément de sens. Et ensuite, quels désavantages les investisseurs professionnels ont sur les investisseurs particuliers. Et ces trois points, je les tire du livre Investing for Growth de Terry Smith, que j'ai fini récemment, et c'est pas un résumé exhaustif, donc je conseille quand même de le lire. Alors, premier point, comment gérer les marchés baissiers selon Terry Smith. Donc déjà, point numéro un, c'est que personne ne peut prédire le timing d'arrivée d'un bear market. Donc ça, c'est simple, il faut déjà ne pas essayer de le faire. Et ensuite, il faut ne jamais écouter les personnes qui te prédisent que un bear market est inévitable la semaine prochaine ou le mois prochain, puisque c'est pas possible. Ensuite, point numéro 2, c'est que si on écoute justement ces personnes qui prévoient des bear markets et que du coup on arrête d'investir ou pire, on vend tout ce qu'on a, on risque d'avoir un gros coup d'opportunité puisque même si cette personne en soi, à un moment donné, de toute façon, elle finira forcément par avoir raison, un jour il y aura un bear market, mais si entre le moment où cette personne a prédit un bear market et donc nous on a pu investir, voire qu'on a vendu, et le moment où le bear market se produit, il est possible que malgré la correction, eh ben, le cours des actions à ce moment-là, le cours du marché, soit toujours plus élevé que à l'époque où le bear market a été annoncé. Donc c'est pour ça qu'il faut déjà ne jamais sortir du marché surtout, et ensuite ne pas se dire, puisque le marché est cher, j'arrête d'investir. Il faut toujours être en recherche d'opportunités. Et les moments où il n'y a vraiment aucune opportunité, ils sont quand même très rares. Le point numéro 3, c'est que les marchés haussiers ne meurent pas de vieillesse. Donc les phrases du genre ce marché haussier a duré trop longtemps, donc il va forcément y avoir un bear market, ça marche pas. On peut pas prendre de décision à partir de ça. Les marchés haussiers n'ont pas de durée de vie. Le point numéro 4, c'est de ne pas penser qu'une mauvaise nouvelle, un événement négatif, va forcément causer la fin d'un bull market, puisque les bull markets ont tendance justement, en anglais on dit climb a wall of worry, donc surmonter un mur d'inquiétude. Et par exemple, si on remonte à avant la bulle Internet, il y a Alan Greenspan en 96 qui avait dit que les marchés étaient irrationnellement exubérants. Alors je suis allé voir le multiple de valorisation de l'époque et je comprends pas pourquoi il dit ça, en tout cas basé sur les valorisations, mais il devait dire ça basé sur d'autres raisons, peut-être des questions économiques, je ne sais pas. En tout cas, il avait dit que le marché à l'époque était irrationnellement exubérant. Et en 97, il y a eu crise asiatique, crise russe, effondrement de long-term capital management en 98, et ces événements négatifs, ça a fait hésiter la Fed à augmenter les taux. Ils prévoyaient une hausse des taux, puis ils ont hésité à le faire justement à cause de ces événements négatifs. Le fait qu'ils hésitent à hausser les taux, ça a encore causé une jambe de hausse jusqu'à 2000, et ensuite éclatement de la bulle. Donc entre le moment où Alan Greenspan a jugé les marchés irrationnellement exubérants et l'éclatement d'une bulle, il s'est passé 4 ans. Même si en regardant le multiple de valorisation en 96, j'ai du mal à comprendre pourquoi il disait ça, mais bon. Ensuite, point numéro 5, c'est que plus un bull market dure, plus il se recentre. On aurait plutôt tendance à penser intuitivement que plus un bull market avance, plus il s'élargit à l'ensemble du marché. Mais c'est plutôt le contraire qui se passe. Donc on a eu un bull market entre 2009 et 2020. Donc en 2020, le marché entier a commencé à monter. Puis ça s'est recentré sur les US, puis ça s'est recentré sur la tech US, et à la fin, ça s'est recentré sur ce qu'on appelait les FANG, donc Facebook, Amazon, Apple, Netflix et Google. Et le point numéro 6, c'est qu'un bear market finira forcément par arriver un jour, mais comme personne ne peut prédire quand, il vaut mieux simplement ignorer ça, investir dans des bonnes entreprises à des prix raisonnables, et puis surtout tenir émotionnellement le jour où le bear market finit par arriver. Donc ça c'était pour comment gérer un marché baissier selon Terry Smith. Ensuite on passe à pourquoi la distinction qui est souvent faite entre action de croissance, action de qualité, action value, elle est superficielle d'après lui. Et il commence par citer Warren Buffett qui dit que beaucoup d'analystes pensent devoir choisir entre deux styles d'investissement qu'ils pensent opposés, donc le value et le growth. Et nous voyons ça comme une erreur. D'après nous, les deux approches sont fortement liées. La croissance est toujours une composante dans le calcul de valorisation, et son importance peut aller de négligeable à énorme, et son impact peut être soit négatif, soit positif. Et ensuite, dans le livre, Terry Smith ajoute que la plupart des stratégies d'investissement, elles nécessitent de faire attention à la valorisation, même la sienne, qui pourtant se concentre sur des actions de haute qualité, et que donc les personnes ont tendance à catégoriser comme du quality investing. Et ensuite, le taux de croissance lui-même, c'est une composante critique du calcul de valorisation. Et ça, c'est important à comprendre parce que sinon, quelqu'un qui se qualifierait comme investisseur croissance, il pourrait avoir tendance à ignorer la valorisation,
à payer une croissance à n'importe quel prix, à payer même une croissance qui pourtant détruit de la valeur, ce qui est possible si cette croissance elle est obtenue grâce à de la dette et grâce à de la dilution. Et dans les startups, on retrouve quand même pas mal de cas où cette croissance elle est obtenue en bonne partie via de la dilution. Ensuite, quelqu'un qui se dit value, bah souvent ça leur arrive de tomber dans des value traps, donc de trop faire attention aux multiples de valorisation, mais acheter au final des entreprises qui sont tellement en mauvaise posture ou qui n'ont plus de croissance et au final ça ne donne pas des résultats très bons. Et les personnes qui se définissent comme qualité peuvent avoir tendance à se dire que la qualité, ça se paye, et à du coup ignorer cet aspect valorisation. Et ils peuvent aussi tomber dans le piège d'acheter des actions qui sont réputées comme solides. Des boîtes du type Coca-Cola aujourd'hui par exemple, qui a un bon ratio de profitabilité, qui est donc le critère central pour un investisseur qualité, mais qui a maintenant très très peu de croissance et qui en plus se paye plutôt cher par rapport à la croissance qui elle est faible. Et donc ça peut aussi être un piège. Et donc c'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas besoin de se mettre dans un clan comme ça, dans une catégorie. Et on peut trouver des actions qui sont de qualité, qui ont des bonnes croissances, et on peut les acheter à des prix raisonnables. Et on voit si on fait que quand on fait un discounting cash flow, voilà, on est obligé de prendre en compte la croissance. En fait, c'est même la variable qui va le plus influencer le résultat, puisqu'on a besoin d'estimer à peu près combien de free cash flow l'entreprise va générer dans le futur. Et pour ça, on doit partir du free cash flow par action actuelle et lui appliquer un taux de croissance pour pouvoir estimer combien ils vont générer à l'avenir. Donc ça, c'était pour la distinction entre les différents styles d'investissement. Et le dernier point, c'est un désavantage important que les investisseurs professionnels, donc les gérants de fonds, ont sur nous, les investisseurs particuliers. Et ce désavantage, il vient du fait que pour garder sa réputation, c'est mieux d'échouer en faisant pareil que les autres, plutôt que de prendre le risque de faire différemment des autres. Donc pour la plupart des gérants de fonds, le plus gros risque, c'est pas de sous-performer l'indice, mais c'est plutôt de prendre le risque de s'éloigner des performances de l'indice et des autres gérants, puisque s'ils prennent le risque de faire donc les choses différemment, il y a un risque pour qu'ils sous-performent largement, sauf que dans ce cas-là, les clients vont retirer leur argent, et comme les fonds, ils gagnent surtout en prenant des frais sur le montant des actifs sous gestion, bah ça va leur faire simplement gagner moins d'argent, et donc ils peuvent difficilement se permettre de prendre ce risque, alors que pourtant, pour avoir des bonnes performances, il faut justement être plutôt à contre-courant et être contrariant. Mais pour un gérant de fonds, c'est difficile parce qu'il prend le risque de ruiner sa réputation si jamais il fait une erreur. Et donc il préfère éviter ce risque en achetant beaucoup d'actions, en diversifiant à un point où ils vont avoir des performances qui sont très très proches de celles de l'indice et des uns des autres. Et si ensuite tu ajoutes à ça les frais qu'ils prennent, et bien au final la performance nette, elle est dans la plupart des cas inférieure à celle de l'indice. Et donc ça c'est un argument de plus pour ne pas écouter les personnes qui vous disent que c'est pas possible pour un investisseur particulier de battre le marché, puisque les professionnels n'y arrivent pas. En tant qu'investisseur pro, ils ont des contraintes que nous, on n'a pas en tant qu'investisseur particulier. Et puis dites-moi en commentaire si vous aimez bien ces vidéos où je fais des petits résumés des livres d'investissement que je lis. Et puis dites-moi si ça vous est utile, parce que c'est vrai qu'à force de lire des livres d'investissement, je finis par trouver ça un peu banal ces points-là. Mais je me dis que ça n'est pas forcément pour des personnes qui n'ont pas lu ces livres, donc je me rends pas compte, donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et puis je rappelle que vous pouvez essayer gratuitement pendant 7 jours le site que j'ai développé pour faire mes propres analyses d'actions, en cliquant sur le premier lien en description. Et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo. A plus!